Merci d'être sur Gabon 24. L'émission, c'est multisport. Comme tous les lundis, nous allons débattre de sport, beaucoup de sport et surtout de communication. Donc, la relation entre la communication et le sport, on va en parler tout au long de cette émission. Et avec moi, sur ce plateau, je reçois Freddy Koula. Il est consultant en communication, par ailleurs, président de l'Atlético Akanda. Freddy, merci encore d'être sur Gabon 24. Merci Gaël, bonjour à tous, je suis content d'être là. Comme d'habitude, cette maison que je connais très bien. Et pour la première fois, mais c'est également un plaisir, on reçoit Romaric Zango, il est journaliste également. Merci d'être sur Gabon 24. Merci à vous pour l'invitation. Je suis heureux d'être là, je suis content également de participer à cette émission. C'est vrai que le thème de la semaine, on va faire une espèce de bilan des Jeux paralympiques, la participation des athlètes gabonais. Mais d'abord, on va se tourner vers Freddy Koula, puisque vous avez animé un masterclass en semaine, le mercredi dernier, sur la communication pour les associations sportives. Dites-nous de quoi il est question exactement. Alors, il y a quelques jours, donc le 13 octobre exactement, j'ai eu l'honneur, mais vraiment d'organiser ma première masterclass en tant qu'expert en communication. Expert parce que, comme vous le savez, j'ai la communication un peu dans la peau. J'ai de la chance d'être doctorant en communication depuis quelques années, financé par l'État gabonais. J'ai fait une année à Panthéon-Sorbonne, Assas, c'est à Paris, et là je suis doctorant à Grenoble, c'est dans le sud de la France. Donc j'ai un rapport à la communication qui s'applique également au sport parce que depuis plus de 6 ans, comme vous le savez, passé par Gabon 24, j'ai eu la chance de côtoyer le monde du journalisme que je suis en train de quitter ou que j'ai déjà quitté. Aujourd'hui, je me suis dit que voilà, après toute cette expérience-là, et après le background que je peux avoir dans le monde de la communication, des événements sportifs, parce que pendant 4-5 ans, j'ai travaillé autour de la Tropicale Amissa Bongo. J'ai de la chance d'avoir travaillé pour le Marathon du Gabon. J'ai de la chance, évidemment, d'avoir travaillé pour la Ligue nationale de football en étant consultant, avant évidemment de venir avec un consulting. Donc, j'ai eu le temps de comprendre un peu l'environnement du sport, l'environnement du football. Et avec les thématiques que j'aborde dans ma thèse, j'ai eu un certain nombre de retours par rapport au dysfonctionnement dans le monde du sport gabonais et surtout dans le monde du football. Et j'ai très vite compris une question qui pouvait être fondamentale, celle de la place de la communication dans le développement du sport globalement. Donc c'est une question qui n'est pas forcément mise en avant et qui pose problème fondamentalement dans le développement au niveau du Gabon et même sur le continent africain, dans le développement du sport en lui-même, particulièrement le football. Exemple typique, comment voulez-vous qu'il y ait un sponsor dans une grande compétition, par exemple, comme celle qu'est le National Foot gabonais, si déjà le National Foot en lui-même n'est pas suffisamment mis en avant. Donc, sport égale à promotion, sport égale à développement, mais pour qu'il y ait tout ça, il faut qu'il y ait un maillon qui est essentiel, qui est celui de la communication. Justement, quand on parle de communication, avant de regarder justement avant de revenir sur ce sujet qui en parle un peu plus largement, Romaric, dites-nous quelle est justement l'analyse que vous faites, le regard quand on parle de sport et communication au niveau du Gabon. Non, il est gentil, Romaric, il est à ma masterclass. Non, oui, effectivement, j'étais à la masterclass de Freddy et j'ai tenu évidemment à y participer dans la mesure où je sais l'importance que revêt la communication, le marketing, le branding autour du sport. Je sais l'importance qu'est de vendre un sport et je sais aussi qu'au Gabon, malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas. Je suis même gentil en disant que ce n'est pas vraiment le cas parce qu'il a parlé du national foot. Il n'y a pas seulement que le national foot, il y a le basket, il y a le handball, il y a tellement de sports, judo, taekwondo, etc. Et on a du mal à entendre parler de ces sports-là qui existent bel et bien. Évidemment, avec la Covid-19, certains sont un peu en berne, d'autres se débrouillent pas mal, mais on ne peut rien savoir de ces sports-là s'il n'y a pas une communication autour, s'il n'y a pas l'objectif de les vendre. Et au Gabon, soit on ne sait pas vendre, soit on refuse de vendre. Ça, c'est mon analyse. Comment communiquer pour les associations sportives, c'est maintenant, et puis on se retrouve juste derrière. Le sport en tant qu'activité humaine n'échappe pas à la nécessité de la communication pour comprendre les règles, travailler en équipe ou interagir avec les adversaires et le public. La communication est toujours présente, ainsi elle permet l'épanouissement et la participation de façon active d'une entité sportive. Mais les entités font souvent face à un dilemme, celui de la communication efficace. Pourtant, il est nécessaire de se demander pourquoi il est important de communiquer pour les entités sportives. En effet, les sportifs sont fédérateurs des valeurs et de cohésion sociale et sont un véritable atout majeur à prendre en compte dans la stratégie de communication. Selon Jean-Claude Darmon, le sport en tant que média est le seul support qui entretient avec son audience une aussi forte relation émotionnelle et affective.
Les entités sportives devraient donc en profiter et communiquer sur les canaux possibles. Le sponsoring, le branding, le partenariat sont des moyens de se faire connaître pour les entreprises sportives. Le but étant donc d'augmenter sa notoriété, sa visibilité dans le but de développer des ventes. Pour les associations sportives, il est essentiel de déterminer tous les éléments de leur environnement, que ce soit interne ou externe, en définissant leurs forces et faiblesses ainsi que leurs menaces et opportunités. L'entreprise pourra se rendre compte de la place qu'elle occupe sur son marché, ainsi mieux comprendre les attentes de ses consommateurs, donc ses fans. L'objectif étant de se démarquer des concurrents. Bien communiquer crée de la valeur ajoutée à l'entreprise de sport quand il est fait en tenant compte de tous les éléments qui l'entourent et qui lui sont indispensables. Voilà, Frédéric Oulin, je reviens vers vous. Vous avez décidé de quitter le monde du journalisme, j'ai envie de dire malheureusement ou heureusement, mais c'est un choix. Dites-nous, qu'est-ce qui aujourd'hui vous a amené à vous impliquer dans la question de la communication au niveau des clubs, des sportifs et, au niveau de Gabon? Est-ce qu'il y a un constat que vous avez fait? C'est tout simple. Donc ça fait quelques années quand même que je parcours les terrains de basket, les terrains de foot notamment, les bords de pelouse. Et puis j'ai été choqué fondamentalement il y a quelques mois quand ils ont organisé, ou l'État a organisé via le ministère des Sports, les assises du football ou les assises du National Foot aux Nomades. Un petit clin d'œil quand même. J'avais été le premier à être interloqué par l'absence dans les commissions et les sous-commissions d'une thématique sur la promotion et la communication, le marketing du sport. Je me suis dit, est-ce qu'ils comprennent ce que c'est que le football? Est-ce qu'ils comprennent ce que c'est que le sport de haut niveau? Il n'existe pas de sport de haut niveau ou de football de haut niveau sans communication avec grand C. Parce qu'il y a une grande différence entre la médiatisation et la communication en elle-même. Dites-moi, expliquez-nous, parce que oui, les spectateurs également. Ce que j'ai vu comme sujet était très très beau sujet, mais là ça a un rapport beaucoup plus poussé avec la médiatisation. C'est le rapport entre le sport et les médias. Simple, quand pas mal de personnes organisent des événements, ils appellent tout de suite et systématiquement des journalistes. C'est-à-dire qu'ils font pour la plupart un petit programme en disant quand il y aura l'événement, on va appeler les journalistes pour filmer. C'est pas grave, c'est de la médiatisation. On rend visible, entre guillemets, l'activité. Mais en amont, il faut y penser. D'abord, moi, ce que j'ai tenu à faire en expliquant notamment à mes collègues qui sont venus à ma masterclass, c'était de leur faire comprendre ce que c'est que d'abord la communication, cette notion de partage, cette notion de dynamisation. Et après, derrière, c'est de leur expliquer comment est-ce qu'on conjugue l'idée de partage et de dynamisation avec le sport en lui-même et surtout avec les associations qu'ils ont ou les fédérations. Donc, c'était de faire comprendre aussi l'intérêt général qui tourne autour du développement de ces associations, développement des fédérations et partant de ces sports-là. Une chose est claire, c'est qu'on ne peut pas, le cas échéant, tenter de développer une discipline si on ne communique pas autour de la discipline, si on ne promeut pas la discipline et si on ne met pas en avant les athlètes de la discipline. Donc, il faut être vendeur et on dit encore que le football est un produit. À partir du moment où vous créez un produit et que vous n'arrivez pas à l'améliorer, à le bonifier, vous ne le vendrez jamais. Un exemple simple, je vais faire de la pub ou pas de la pub. Si vous arrivez dans un marché et que vous trouvez une canette, si elle est toute lisse et grattée, vous allez vous poser des questions sur la canette, sur l'objet, ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si la canette est brandée et que vous arrivez dans un frigo, vous ouvrez et qu'elle est toute rouge, vous savez que c'est du Coca. Si elle est toute jaune ou orange, vous savez que c'est du Fanta. Donc oui, il faut améliorer l'image des sports. Il faut améliorer l'image des associations pour ensuite, derrière, essayer de rentabiliser. Frédéric, on ne veut pas remuer le couteau dans la plaie, mais est-ce qu'en amont, vous disiez qu'il n'avait pas encore compris, même si on ne sait pas trop de qui il s'agit quand vous dites « il ». Est-ce que c'est finalement ce qui vous a créé des soucis avec la LINAF? Parce que la LINAF peut-être n'avait pas compris la nécessité de votre travail. Ce qui est bien, l'histoire de la LINAF, parce qu'il y en a qui ne le savent peut-être pas, mais il y a quelques années, moi j'ai été consultant de la LINAF très tôt, dès 2014, et donc j'ai compris comment fonctionnait le championnat national. Il y avait eu de gros investissements dans le championnat avec l'arrivée des Espagnols, grâce au président de la République notamment, qui avait mis beaucoup de moyens. Et puis derrière, les Espagnols avaient compris un truc fondamental. Ils s'étaient dit, les Espagnols, qu'on ne peut pas relancer le championnat sans mettre un peu d'argent, beaucoup d'argent dans la promotion du championnat. Il y avait de la communication autour du championnat et je me souviens de cette époque-là où les Espagnols voulaient qu'il y ait obligatoirement dans chaque club un chargé de la communication. C'était donc quelque chose qui, par les Occidentaux, par les Espagnols, était un point saillant du développement des clubs. Ensuite, moi, j'ai côtoyé le championnat national et ensuite, j'ai compris, quand les Espagnols sont partis, qu'il y avait un problème. C'est que le championnat était en train de chuter en termes d'image. Première chose qui me choque toujours aujourd'hui, c'est que
J'étais un jour à Canal+, et puis un matin, les gars me demandent des images du championnat gabonais. Ils voulaient faire un sujet. Et là, on allait sur YouTube, etc. On a cherché. On n'a trouvé aucune image du championnat, ce que j'ai trouvé choquant. Et ensuite, je suis revenu donc vers les amis de la LINAF qui sont censés être mes collègues de l'époque et mes mentors pour la plupart. Et je leur ai dit qu'il y avait quelque chose à faire pour pouvoir redynamiser le championnat et notamment créer une banque d'images, améliorer un peu le branding autour du championnat. Ce que j'ai fait avec leur consentement, même si le président de la LINAF me traite de menteur et d'usurpateur, je trouve que plutôt j'ai voulu... C'est vos problèmes avec je trouve plutôt que j'ai voulu contribuer. Non, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai voulu contribuer de façon significative au développement de quelque chose qui me tient à cœur et plutôt aussi partager ce que j'ai appris parce que j'ai de la chance, encore une fois, d'être financé par l'État gabonais. Donc derrière, ce qui s'est passé, c'est que je leur ai proposé un produit, je leur ai proposé une redynamisation du championnat. Ceux qui ont regardé la saison 2018-2019 peuvent voir que la communication de la LINAF avait pris une autre dimension. On avait créé des arches, on avait rebrandé les trucs, on avait repris les réseaux sociaux de la LINAF en main, on faisait des tableaux, on faisait des programmes et surtout, ce qui n'avait jamais été fait dans l'histoire du championnat gabonais, même quand les Espagnols étaient là, j'ai investi mon argent dedans, on faisait les résumés de matchs sur chaque pelouse de championnat pendant 5 journées. J'avais investi un peu plus de 10 millions de francs CFA pour préfinancer, je ne regrette pas l'avoir fait. Je l'ai fait parce que j'ai compris très tôt, et c'est pourquoi je dis qu'il y en a qui n'ont pas compris, moi j'ai compris très tôt que l'essor du développement et surtout l'essor du championnat national, l'essor des sportifs gabonais ne va venir qu'à partir de la médiatisation, de la surmédiatisation du produit. Les sportifs, c'est des produits. Un sportif qui veut aller en France, et là, maintenant que j'embraye ou que je rentre dans le métier d'agent sportif, je comprends ce que c'est que le secret de l'image. Un sportif qui veut aller dans un club étranger, on va toujours lui demander 2 choses, son CV et ensuite des images. Donc, si à partir du moment où les gamins jouent tous les week-ends et que derrière un enfant à la fin de la saison est incapable de voir des images de lui pendant la saison, c'est qu'on a un problème, c'est qu'on n'a rien compris. On veut mettre en avant. Les Français, ils ont créé la Ligue des talents. Nous, qu'est-ce qu'on vend quand on crée le championnat? On doit pouvoir mettre en avant les sportifs, les jeunes sportifs, pour que quelques années après, on ait de nouveau Ibrahim Dong, on ait de nouveau Mbruné Kole Manga. S'il n'y a pas d'image, s'il n'y a pas de médiatisation, s'il n'y a surtout pas de communication autour de chaque club pour mettre en avant les sportifs et surtout le championnat, personne ne viendra financer ce championnat et même l'État va commencer à s'essouffler et les partenaires, RTL s'est barré après 2 ans, Gabon Oil. Romaric, vous comprenez très bien ce que Freddy dit. Vous avez justement pris part à la masterclass organisée par Freddy Koula. Qu'est-ce qui, selon vous, bloque? Pourquoi on n'arrive pas justement à communiquer assez, vendre, puisqu'on a pris le cas du championnat national qui, jusqu'aujourd'hui, encore est en arrêt? Je vais m'appuyer sur la mentalité. Vous savez, on peut argumenter de plusieurs manières différentes, mais lorsque on a une entreprise, là, il ne s'agit pas seulement de sport. De toutes les entreprises du monde ont besoin d'un chargé de communication. Il l'a dit, et on l'a encore répété pendant la masterclass. Moi, j'ai la chance d'avoir fait des études de communication. J'ai un master en sciences de l'info et de la com. C'est juste par, on va dire quoi, de par mon expérience que je deviens journaliste, parce que j'ai beaucoup plus d'expérience en journalisme qu'en autre chose. Et je sais quelle est la différence, justement, comme lui, entre informer et communiquer. Et nous, on fait souvent l'amalgame entre informer et communiquer. On appelle les journalistes, on leur dit de prendre quelques images et puis on attend l'interview de faire et on s'en va. Alors qu'en amont, il y a le branding, il y a les affiches, il y a tout ce qu'il y a. Moi, je me rappelle qu'avec la LINAF, à son époque, il y avait même un trophée des meilleurs joueurs. Ce sont des choses qui mettent en avant, que j'avais payé, ouais. Justement, qui mettent en avant un sport qui font en sorte qu'il y ait de l'attrait. Vous allez vérifier, la plupart des clubs ici ou des associations sportives, on en a parlé pendant la masterclass, n'ont pas de site Internet. N'ont pas de page à jour, je vais dire des pages sur les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter ou ce que vous voulez. Comment vous voulez communiquer si on ne peut même pas vous suivre sur les réseaux sociaux où tout le monde se trouve? Vous prenez l'exemple, je vais vous prendre l'exemple de 2 clubs. Allez-y. J'espère qu'ils ne vont pas considérer que je vais dire quelque chose de mauvais sur eux. Manga Sport et Bwangili Sport, qui sont pour moi les plus visibles parce que moi je suis journaliste et en même temps communicant. Donc je les suis et je sais que Bwangili Sport a participé à une compétition africaine, Manga Sport également, Ligue des champions africaine, Coupe de la CAF. Mais si vous allez sur leur page, vous ne verrez rien du côté de Manga et vous verrez quelques images du côté de Bwangili. Il n'y a pas d'informations sur les heures et les dates de match, il n'y a pas d'informations sur les résultats, il n'y a pas d'informations pour dire on est éliminé ou on va continuer dans une autre compétition. Vous voyez un peu le mal que c'est. Si quelqu'un veut vous suivre, il n'a pas de boutique où il peut acheter votre maillot. Là encore, c'est de la communication. Maintenant, moi je me dis que fondamentalement, c'est un problème de mentalité. Parce qu'il y a eu des moyens en 2012, après la CAN, justement au Gabon,
président Ali Bongo avait fait en sorte qu'il y ait beaucoup de moyens injectés. Les Espagnols ont commencé évidemment, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un commence? On remarque que c'est quelque chose de bien. On n'a jamais eu un championnat aussi attractif au Gabon sur une saison et demie ou deux. Et aujourd'hui, ça s'arrête parce que les financements, on ne sait pas ce qu'on en a fait, que ce soit les clubs ou je ne sais pas, les dirigeants. Quelqu'un a fait en sorte que ce qui avait été bien passé ne se poursuive pas de la manière dont ça avait démarré. En tout cas, c'est super intéressant. Pardon, Gaël. Non, je voulais juste compléter en disant que 30 secondes, allez-y. Ça, c'est un constat et c'est très bien qu'on ait fait ce constat-là et qu'on continue à le faire. Ce qui aujourd'hui, moi, j'essaie d'apporter comme contribution supplémentaire, c'est de se dire on a critiqué ou on critique chaque jour. Partir donc de ce côté super théorique-là à un côté pratique. D'où l'intérêt de ces masterclass-là pour que moi, en tant que communicant, en tant qu'étudiant en communication ou doctorant en communication, je viens de vous dire que voilà où on en est et voilà comment vous pourrez arranger le problème ou vous pourrez réparer cette anomalie-là parce que oui, c'est une anomalie, mais donner des outils aux associations, aux clubs, c'est ce que j'ai fait avec les associations de l'estuaire, c'est ce qu'on va essayer de faire prochainement dans d'autres provinces. On va parler de la communication et du monde du sport tout au long de cette émission, mais d'abord, messieurs, nous voulons parler de la Fédération gabonaise Omnisport paralympique pour handicapés qui, avant l'Assemblée générale, a fait le toilettage de ces textes. On regarde. La pérennisation d'une fédération sportive passe nécessairement par son bon fonctionnement. Cela passe également par le développement de la structure grâce à l'apport des moyens matériels, humains et financiers. Ainsi, pour développer une fédération sportive, il convient aussi de savoir comment la dynamiser en interne et la rendre attractive. Pourtant, le dynamisme de ces organisations peut être freiné par un problème de gouvernance, notamment lorsque les textes ne sont pas en adéquation avec les réalités du moment. Généralement, les statuts fixent le cap, attribuent les rôles des organes de direction, leur durée, leur composition, leur pouvoir, leur quorum nécessaire à l'adoption d'une décision, des modalités de modification des statuts. Une association ou une fédération, au terme de la loi 35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations en République gabonaise, est un organisme qui regroupe des personnes physiques, morales, autour d'un but commun. En effet, une association est un organisme qui, dans toute entreprise, nécessite de mettre en place quelques garde-fous pour en assurer le bon fonctionnement. C'est bien pour cette raison que lorsqu'on crée une association, une des questions les plus importantes et qui suscite le plus d'attention est celle relative aux textes à mettre en place afin d'organiser juridiquement le fonctionnement de l'association. Le premier texte représentant la base de tout le fonctionnement, ce sont les statuts de l'association qui prévoient la plupart des règles de fonctionnement de cette association. En définitive, ce qu'il faut retenir, c'est que les statuts désignent tous les organes dirigeants et définissent les tâches qui sont les leurs au sein de l'association. Mais malheureusement, ces textes ne sont pas toujours suffisants car ils n'abordent pas en profondeur les règles régissant les rapports entre les membres de l'association eux-mêmes. Et c'est là qu'intervient le règlement intérieur qui peut s'avérer d'une grande importance. Au Gabon, alors que le sport est à l'arrêt, sauf dérogation spéciale, ce week-end, la Fédération gabonaise Omnisport paralympique handicapé a décidé d'apporter des propositions de modification des statuts et règlements généraux en prélude aux assemblées générales ordinaires et électives. Pour la FEGOF, il s'agissait de répondre aux exigences de la nouvelle loi sur le sport telle qu'éditée par la tutelle d'une part et adapter les statuts et règlements intérieurs aux normes internationales. Voilà, Freddy Koula, la FEGOF qui fait le nettoyage, c'est toujours un problème au niveau des associations, des fédérations. On a toujours un problème de texte au niveau de Gabon. Finalement, est-ce qu'on va s'en sortir un jour? Est-ce qu'on sortira de là? Non, pas qu'on a toujours un problème, mais les associations, en fait, pour la plupart, ils sont vraiment dans l'idée vraiment ancienne que quand on a une association, on n'est pas obligé d'avoir les papiers, on n'est pas obligé d'être juridiquement règle. Il y avait eu, il y a quelques années, à l'époque, quand Nicolas Sellé était ministre des Sports, ce débat-là, et elle avait secoué tout son beau monde parce qu'elle avait constaté que beaucoup de fédérations, beaucoup d'associations n'étaient pas en règle. Mais c'est vraiment un débat sur lequel il faudra se pencher. Notamment, je ne sais pas, il y a eu des assises, il y a eu des colloques et tout ça. Il faut vraiment se pencher sur l'aide aussi aux associations à se restructurer parce que pour la plupart, il y en a qui sont vraiment ignorants, il y en a qui ne connaissent vraiment pas où est-ce qu'il faut mettre la main. Et vous savez qu'il y a même des ligues qui n'ont pas des agréments. Donc avoir un simple agrément du ministère des Sports, c'est ultra important pour exercer dans la discipline. Et puis derrière, les récépissés, c'est vrai qu'il y a une nonchalance
au niveau du ministère des Sports pour la délivrance des récépissés. Moi, j'en connais qui ont déposé depuis 5, 6, 7 ans, qui n'ont jamais reçu le récépissé provisoire. Nous, on a eu beaucoup de chance avec Atlético Aconda en faisant beaucoup de tours. On a fait peut-être 4 demandes avant de recevoir ensuite le retour. Mais ce qui est important à savoir, c'est que les associations doivent se renseigner vers ceux qui font un peu de juridique pour pouvoir ensuite être orientés vers les structures, notamment le ministère de l'Intérieur qui, lui, vous donne des renseignements sur les agréments, sur les autorisations en fonction du domaine dans lequel on exerce. Justement, Romaric, est-ce que là, il y a, puisqu'on parle en début d'émission, on a parlé de communication, est-ce qu'il y a un rapport entre le côté juridique et la communication? Je ne vais pas dire un rapport direct, mais je vais dire que les deux vont quand même de pair, que ce soit dans une association, dans une entreprise ou dans une administration. Vous ne pouvez pas démarrer grand-chose sans côté juridique parce que il y a un dicton, je ne vais pas dire un dicton, c'est dit comme ça que nul n'est censé ignorer la loi. Et lorsque la loi vient se rappeler à vous, c'est souvent avec pertes et fracas pour vous, malheureusement, parce que la plupart des Gabonais se disent, bon, c'est une petite association, on commence à fonctionner un peu comme ça, et puis on va voir. Et puis on va voir, on finit par ne jamais voir. Ça va avec les associations dans d'autres domaines, comme avec les associations sportives. Avoir le récépissé provisoire dont Freddy parle, c'est important pour être reconnu par l'État. Mais c'est aussi important de continuer à travailler pour avoir le récépissé définitif qui, lui, vous donne la possibilité de travailler, pourquoi pas, avec d'autres associations en dehors du Gabon. Parce que lorsque vous sortez, vous devenez pratiquement un ambassadeur du Gabon, parce que le définitif est délivré par les hautes instances. Et donc, un pays qui connaît le domaine diplomatique saura que cette association, nous pouvons travailler avec elle exactement comme nous travaillons avec son ambassade. Alors que lorsque nous voulons rester dans l'informel parce qu'on se dit qu'on n'a pas d'argent, c'est souvent un grand problème d'argent. Mais le problème d'argent, parfois, il continue à se pérenniser justement parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est fait en amont. Après, pour corroborer, les textes juridiques, c'est un fondamental. Vous ne pouvez pas avoir une association si vous n'avez pas de texte. Donc, le président de l'Atlético qui parle. Oui, là, c'est le président qui parle. Comment est-ce que... Il y en a beaucoup qui n'ont pas de texte. Donc, comment vous créez une association et que vous n'avez même jamais fait d'assemblée générale constitutive, pas d'assemblée générale constitutive, pas de procès verbal, pas ensuite de statut, pas ensuite de règlement intérieur, etc. La charte, c'est vraiment secondaire. C'est un fondamental. C'est-à-dire que, juridiquement... une association ne peut pas être association si elle n'a pas fait tous ces préalables-là. Ensuite, derrière, c'est en ayant fait assemblée générale, statut, etc., que l'on emmène tous ces documents pour ensuite les légaliser, ce qui ressemble au récépissé provisoire ou définitif. Mais la communication, c'est plutôt un parallèle. La communication n'est pas un fondamental. La communication est une nécessité absolue pour promouvoir ce que vous avez déjà créé. Donc, vous avez créé une entreprise, ce qui peut être symbolisé comme association, et ensuite, derrière, il faut la promouvoir, il faut l'agrandir, il faut ensuite la rendre visible. La communication est une lumière. Et cette lumière-là, si elle est ignorée, tout ce que vous allez faire comme travail derrière est complètement abasourdi. Dans la globalité, on a donc une organisation globale du sport ou des activités sportives qui, elle, souffre d'un manque criard de communication avec un grand C. La communication, c'est la stratégie, c'est le plan, c'est la définition et puis derrière la mise en lumière. C'est ce que moi, modestement, dans la masterclass avec les collègues, on essaie de faire comprendre. Ça va prendre du temps pour essayer de faire comprendre, mais c'est un travail de pédagogie, c'est un travail qui va être séquentiel. Là, on a commencé à Libreville, ensuite on sera à Port-Gentil ce week-end-là, et on espère que les gens comprendront que je ne viens pas, moi, en donneur de leçons, je ne viens pas en réquisiteur ou je ne viens pas en conquistador, je viens simplement en contributeur du débat sur une thématique que je maîtrise parfaitement et pour laquelle j'ai dépensé beaucoup d'argent notamment. Merci Nicolas, de toute façon. Et puis justement, puisqu'on parle au-delà de la communication, est-ce que c'est ce qui peut expliquer aujourd'hui, on a comme l'impression que le handisport n'existe pas aujourd'hui au Gabon? On a déjà comme l'impression que le sport lui-même n'existe pas en général, à part l'équipe nationale de football. Est-ce que vous connaissez beaucoup de fédérations qui fonctionnent bien, à part la fédération de basket également, avec Willy Aseko qui donne une bonne... On a également le taekwondo qui sont des bons élèves. Justement, mais le taekwondo, la communication autour du taekwondo, c'est un peu difficile. Vous avez l'équipe nationale de football, vous avez désormais la fédération, on va dire la fédération nationale de football, la fédération nationale de basket, et les autres, c'est un peu comme, on va dire quoi, des gens qui se débattent juste derrière. Et déjà, au sein de la fédération nationale de football, on a l'impression qu'on ne parle que des Panthères. Vous allez voir, on a l'impression justement qu'il n'y a que l'équipe des Panthères, alors qu'il y a des clubs, alors qu'il y a des ligues, alors qu'il y a des fédérations, alors qu'il y a beaucoup de... Il a évoqué un sujet au début. Qu'est-ce qu'on veut mettre en lumière lorsqu'on met en lumière un championnat? Derrière, il y a quelque chose, il y a des talents à vendre, il y a beaucoup de choses, etc. Il y a deux exemples
deux exemples qui sont Freddy Koula, Non, je voulais prendre deux exemples nous sommes choquants. quasiment à la fin des... On va laisser... On reparle tout à l'heure. On en reparle en deuxième partie de l'émission. Il faut donner Justement, des exemples aux gens pour qu'on se rende On en compte revient à de la difficulté deuxième dans partie laquelle de on l'émission. Oui, Romaric, pour terminer, 30 secondes. Justement, c'est pour dire que lorsqu'on parle justement de communication autour de quelque chose, lorsqu'on va dire qu'effectivement les handisports, parce que c'est des handisports dont on est en train de parler, moi je vois mal les handisports être mis en valeur sur le plan communicationnel, strictement quand les autres sports ne le sont même pas d'abord. Je ne veux pas dire que les handisports sont moindres, mais je veux dire qu'il y a déjà des sports qui sont, on va dire quoi, plus anciens et censés être plus structurés et qui n'ont pas de lumière. Donc vous voyez que ça va de soi. C'est important d'en parler, c'est important d'en parler. Freddy Koula, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette première partie. Monsieur, le débat est passionnant. On va le continuer en deuxième partie de cette émission. Voilà, monsieur, rendez-vous tout à l'heure, je reparle de ce que c'est la fin, Freddy Koula, c'est la fin de cette première partie. On souffle juste quelques secondes et puis on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission de l'actualité sportive Multisport 24. Voilà, c'est la deuxième partie de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. On prend les mêmes, on recommence toujours. Freddy Koula, qui est consultant en communication, par ailleurs président de l'Atlético Akanda. Avec lui, Romaric Zongo, lui, il est journaliste. Monsieur, on parlait du sport de handicapé. Justement, on va suivre cet entretien que nous a accordé Luc Nguema, le président de la Fédération gabonaise Omnisport Paralympique pour handicapés. Nous sommes, on va dire, pas satisfaits totalement, mais nous avons quand même pu gravir les échelons. Et pour la première fois, comme nous le disions, le Gabon a présenté en handisport 2 athlètes, une fille, un garçon. C'est la première. Ensuite, nos athlètes ont aussi battu leur record personnel. Je pense qu'à ce niveau, nous pouvons nous dire satisfaits. Donc, il y a eu des écueils. Bon, ces écueils, nous avons pu faire un rapport dessus. Et bon, le rapport ira à qui le droit. C'est vrai que pour le moment, après notre retour des Jeux paralympiques de Tokyo, nous nous attelons pour déjà l'Assemblée générale et ensuite l'Assemblée générale élective. Nous sommes en fin de mandat. Nous nous préparons pour ça. C'est d'abord notre premier cheval de bataille pour le moment. Et pour ce faire, nous espérons que toutes les forces vives, n'est-ce pas, de l'handisport seront avec nous pour nous permettre au moins d'organiser une assemblée générale sereine, sans difficulté, sans problème. Bon, est-ce qu'en dehors de ça, il y a un autre projet? Certes, les projets sont nombreux, notamment Paris 24. Bon, Paris 2024, nous pensons qu'il est déjà temps de le préparer, mais et là encore, il faut le faire après les élections. Parce que, imaginez, nos projets, on risquerait de les transférer au prochain on va dire président, au cas où nous ne sommes pas reconduits dans notre bureau. On va donc normalement transmettre tous les projets au prochain président, s'il veut bien les appliquer. Cela provient de 2 raisons essentielles. La première raison, c'est le ministère. Vous savez que le ministère voudrait que nous soyons en marge avec ses orientations. Et à dire vrai, la fédération handisport n'a pas encore répondu à toutes les exigences du ministère. Donc il faut donc revoir nos textes pour les arrimer aux exigences du ministère. Ça, c'est de 1. Ensuite, il y a aussi les exigences internationales. Nous avons été à Tokyo, nous avons eu plusieurs réunions et dans ces réunions, on nous a clairement défini les orientations qui sont nôtres
en tant que fédération et aussi peut-être en tant que comité. Donc nous sommes là donc pour revisiter les textes pour les arrimer à ces deux objectifs. Magnifique entretien que nous a accordé Luc Nguema, il est président de la Fédération gabonaise Omnisport paralympique pour handicapés, Freddy Koula, pour ne pas dire handisport, le mot resté dans ma bouche. Freddy Koula, dites-nous, le Gabon a participé aux Jeux paralympiques à Tokyo, on avait 2 athlètes, mais malheureusement, en off déjà on en parlait, on n'a pas pu, ne serait-ce qu'avoir une photo de la participation des athlètes. Est-ce que là également, le problème de communication se pose ? Vous savez ce que j'aurais aimé en regardant ce sujet-là, c'est qu'en amont, j'aurais aimé voir un joli sujet aussi de best-of des images de ces 2 représentants gabonais, athlètes gabonais, parce que j'aime pas le mot handisport, tout ça, ce sont des athlètes handicapés qui sont allés participer aux Jeux paralympiques, qui étaient à Tokyo, au même titre que Anthony Obam et toute la bande de Maganga qui étaient aux Jeux olympiques également, au nom du Gabon, qui ont porté le drapeau du Gabon. J'aurais aimé voir ces images-là, que je n'ai pas vues jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi moi, à la fois je loue le courage de cette fédération que je suis aussi de très près. Je me dis aussi que c'est une fédération qui essaye de faire ce qu'elle peut, mais en même temps qui ne se donne pas forcément les moyens, pour revenir sur le rapport à la communication, qui ne se donne pas les moyens d'être visible. Tu sais, le mot qui revient le plus chez les handicapés, parce que j'ai beaucoup d'amis handicapés, c'est « on est marginalisé ». Mais pour revenir sur la thématique de la communication, avant de se sentir marginalisé, il faut d'abord mettre en avant ce que l'on fait, il faut se mettre en avant soi-même. Or là, si, excepté le joli document que j'avais vu sur Gabon 24, parce que grâce à Dieu, la première dame avait cédé aux 2 représentants le stade qu'elle avait refait, l'ancien stade de l'OPT qu'a refait la première dame notamment, il y a eu ce stade-là qui a été remis à disposition ou qui a été mis à disposition de 2 athlètes. Il y a eu ce joli reportage de Gabon 24. En dehors de ça, moi, je me suis amusé à taper sur Facebook Fédération Handisport. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas d'image. Donc, ils sont allés à Tokyo, financés par l'État gabonais, par l'Office de développement du sport. Ensuite, ils ont eu un accompagnement à la première dame. Ils sont arrivés là-bas. Il n'y a même pas quelqu'un qui avait un téléphone normal pour filmer les séquences, pour mettre ça sur Facebook. Donc, je trouve à un moment ou à un autre qu'il y a un vrai rapport entre l'idée de travailler et l'idée de montrer aux gens et à l'opinion ce que vous faites comme travail. Donc ce sont des petites choses comme ça qui contrastent avec le sport de haut niveau, parce que ça, handisport, Jeux paralympiques, c'est le sommet pour un athlète paralympique. Ce qui était d'autant plus intéressant, c'est qu'il y a d'autres associations. J'en connais une qui est aussi une association d'handicapés, qui est l'association gabonaise des sourds, l'association sportive des sourds, dirigée par un jeune super dynamique qu'on appelle Ibrahim Adjakbe. Eux, par contre, c'est le jour et la nuit avec la fédération handisport. D'ailleurs, j'en discutais avec Ibrahim, qui a envie, lui, de créer sa propre fédération, parce qu'il faut savoir que c'est pourquoi le mot handisport, ça n'existe plus vraiment. Il y a vraiment la fédération des sportifs handicapés, et puis après, derrière, les sourds sont sortis un peu de cette fédération-là, parce qu'en fait, eux, on ne les invite plus aux Jeux Olympiques. Eux, ils ont leurs Jeux Olympiques qui vont se dérouler prochainement à Rio. Et puis, derrière, ce que fait, par exemple, Ibrahim et son association sportive, c'est remarquable en termes de mise en lumière. On arrive à avoir des images de leur compétition internationale. Là, ils étaient il n'y a pas longtemps au Kenya. Ils ont terminé 5e. Avant ça, ils étaient au Cameroun. Et moi, je les ai rencontrés pour la première fois à Montpellier. Et d'ailleurs, c'était la première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, qui avait financé leur voyage à Montpellier. J'y étais allé à Montpellier, voir comment ces handicapés déficients auditifs avaient participé à une compétition internationale, et ils mettaient des images sur Facebook, rien que ça. Ils ont même un compte Twitter, on peut voir des vidéos. Moi, j'ai vu le magnifique but d'Ibrahim Adjakbe, où il a mis un plat du pied, c'était magnifique. Donc, à partir de ce moment-là, on peut, nous, en tant que communicants, en tant que journalistes, en tant que fanatiques, tomber sous le charme du sport, des sourds, parce qu'on a vu comment ils arrivaient à avoir des images, etc. Dites-vous, dans n'importe quel sport, que ce soit les handicapés, les lucides, les sourds, les muets, etc., ce que vous voulez, si on ne voit pas la pratique, on ne tombe pas sur le charme. Et à partir du moment qu'on ne tombe pas sur le charme de quelque chose, difficilement on va y contribuer. C'est pareil pour les bailleurs de fonds, c'est pareil pour les partenaires. Si la fédération handisport souhaite être davantage subventionnée ou financée, il faut qu'on arrive à voir la pratique de ces athlètes-là, qu'on tombe amoureux. Si j'ai une entreprise aujourd'hui avec un consulting, si je veux leur filer un coup de main, il faut que je sois sûr que l'endroit où je mets mon argent va être un endroit bénéfique pour les athlètes. Parce que c'est un avis que vous partagez avec Freddy Koula. C'est un avis que je
partage en partie, parce qu'effectivement, il a raison dans la mesure où on revient encore à cette même différence entre la médiatisation, donc l'information, et la communication en elle-même. C'est-à-dire, eux, ils se plaignent et visiblement du fait de ne pas être médiatisés, par exemple, comme les Anthony Obama, etc., qui sont partis. Et il faut reconnaître quelque chose, c'est que sur le plan communicationnel, même des athlètes comme Anthony Obama, Urgence Maria Mouega, ont des problèmes de communication, parce que si vous allez, par exemple, au moment où la compétition se passait, il n'y avait pas d'image utilisable, il n'y avait pas d'image potable, comme on dit dans le jargon. Une anecdote par rapport à ça, pardon Romaric, anecdote super intéressante sur la fédération de taekwondo. Figurez-vous que lors du dernier tournoi au Sénégal, il n'y avait pas dans les membres de la fédération un responsable de la communication ni un photographe. Et la personne, et ça j'en ai discuté il n'y a pas longtemps à l'Office du développement du sport, la personne qui était en train de prendre des images avec son téléphone, c'était une représentante de l'Office du développement du sport qui, en étant au milieu, c'était elle qui était là pour financer, en étant au milieu de la compétition et voyant que pendant la compétition, il n'y avait même pas un photographe de la fédération de taekwondo, elle a pris son téléphone, elle a commencé à filmer et ce sont ces images que tous les médias ont repris. Je trouve que c'est extrêmement grave d'avoir un athlète comme Anthony Obama, d'avoir une fédération qui est 100% financée par l'État gabonais, c'est à coups de millions de francs CFA, et ne pas pouvoir embarquer dans sa délégation un photographe. Je trouve que c'est extrêmement grave parce que le début, évidemment, de la communication en sport, le média le plus simple, c'est la photographie. Donc, ce sont des astuces comme ça et je suis d'accord avec Romaric pour dire que la moindre des choses, c'est au moins d'avoir à chaque fois un photographe de qualité si on n'a pas un caméraman de qualité. On peut au moins avoir un bon smartphone, comme on dit. Il y a des appareils photo maintenant sur les téléphones qui filment mieux même que certains appareils photo semi-professionnels ou professionnels. Du moins, avoir quelqu'un qui vous prend des images bien, qui sont utilisables. Parce que moi, j'en ai contacté. J'ai contacté Anthony, j'ai contacté Urgence, j'ai contacté tous ces athlètes qui étaient au Sénégal en ce moment. Il y en a une qui a répondu, c'est la jeune Emmanuela Atora-Ere, sur laquelle vous avez fait un super document d'ailleurs. Et elle est souvent disposée à le faire. Et elle a souvent de bonnes images. On fait du bon travail à Gabon 24. Elle est moins professionnelle, par exemple, qu'Anthony ou Urgence. Et même Guy Maganga, je lui ai fait le même reproche. Vous n'avez pas d'image qu'on puisse utiliser. Et Freddy le dit, je le confirme, ce sont ces images-là, des vidéos un peu amateurs qu'on a retrouvées sur les pages de la fédération et que nous, les journalistes, parce que moi je suis indépendant sur ma propre page, j'ai pu relayer, mais il n'y avait pas mieux en fait. Donc vous voyez que si on parle par exemple des athlètes paralympiques qui veulent être médiatisés d'une certaine manière et qu'ils pensent à l'État, et voilà là où je rejoins Freddy, il faut d'abord pouvoir se mettre en valeur soi-même. Et pendant la masterclass, on a vu que justement, il faut d'abord se vendre soi-même. Ce n'est pas d'abord une partie que j'ai appréciée à l'intérieur où on disait qu'il ne faut pas se tromper de cible. Justement, parfois, on veut d'abord s'attaquer aux sponsors, on veut s'attaquer aux parrains, à ceux qui donnent de l'argent, mais il faut d'abord s'attaquer aux fans, à la fan base, à ceux qui vous regardent, qui vous aiment. Et c'est ceux qui vous aiment qui vont vous faire voir chez ceux-là qui peuvent vous faire... Il retient bien les leçons. Freddy Koula, justement, en fin de première partie, vous disiez que vous étiez mercredi, le 13, à Libreville. La semaine prochaine, ou cette semaine, en fin de semaine, vous allez être du côté de Port-Gentil. Le 23. Peut-être un peu plus tard dans d'autres villes du Gabon. Mais dites-nous, finalement, Freddy Koula, de vous à moi, qu'est-ce que vous gagnez Déjà, merci pour la brèche, pour l'annonce. Donc, après la masterclass de Libreville le 13, on va se retrouver donc à Port-Gentil le 23. Port-Gentil est une ville qui respire le sport, les gens l'oublient peut-être. Ces dernières années, ça a été super compliqué avec la crise pétrolière, il y a moins d'argent, beaucoup d'exodes aussi, les gens s'en vont à l'étranger. Mais si on a eu Rudy Zangmilama, c'est grâce à Port-Gentil. Si on a eu Géraldine Robert, c'est grâce à Port-Gentil. Si on a eu un premier club en finale de Coupe africaine de football, c'est grâce à Port-Gentil avec l'AS Sogara. Port-Gentil est un creuset du sport globalement. En basketball, les plus grands clubs, c'est Port-Gentil, c'est Stade Mandji, c'est Salitas notamment. Mais aujourd'hui, j'ai pensé à Port-Gentil parce que derrière, c'est un creuset. Et aussi, j'y vais à Port-Gentil, c'est grâce au concours de quelqu'un qui est un jeune de notre génération que je voudrais saluer, qui s'appelle Monsieur Marc Anchongo, qui est un jeune, mais un monsieur déjà, par rapport à la dynamique qu'il a déjà enclenchée à Port-Gentil. Il soutient beaucoup la jeunesse. Il a un flair sportif parce que, vous voyez bien, il a le corps fit, il fait beaucoup de basketball, il est doué en tennis, il court le marathon du Gabon. Donc, en fait, il a vu la brèche que j'ai tendue sur ma page Facebook et puis derrière, il m'a contacté avec son équipe. Il m'a proposé de venir à Port-Gentil, tout frais payé. Donc, on sera à Port-Gentil, j'espère, avec l'équipe de Gabon 24 pour pouvoir faire cette masterclass-là. On a déjà pré-contacté les ligues et certains clubs pour pouvoir participer ensemble à cette construction
construction de cet idéal communicationnel qui va peut-être réveiller Port-Gentil, parce que je le dis encore une fois, moi, 30 secondes, Freddy Coulard. Port-Gentil, c'est le rêve du sport. 30 secondes, ce que je voulais dire par rapport à la communication, c'est qu'il y a deux... Qu'est-ce que vous y gagnez? Pourquoi vous insistez sur... Ah oui, Qu'est-ce oui, que vous oui. y gagnez, Freddy Coulard? Est-ce que ce sont des millions que Freddy Coulard recherche? Est-ce que je derrière? gagne de l'argent? J'ai de la chance. Encore une fois, je suis toujours étudiant. 30 secondes. Mais honnêtement, ce que j'y gagne, moi, Oui. c'est la fierté d'être un Gabonais. J'ai de la chance. Je peux être en France actuellement, j'ai mon fils, j'ai une bourse de l'État gabonais, je peux être là, je me la coule douce dans la couette, etc. C'est vrai que j'ai eu dernièrement beaucoup de problèmes avec la Fédération gabonaise de foot, des gens qui me menacent, etc. Mais je me dis que j'ai signé un engagement décennal ou un engagement quinquennal avec l'État gabonais depuis que je suis boursier. Je suis un enfant de pauvre, toutes mes études ont été financées par l'État gabonais et je me dis, après avoir appris des choses avec Canal+, après avoir appris des choses avec TV5, après avoir fait pas mal de pays, je ne peux pas, moi, fuir mon pays en me disant je reste en France tranquillou. Quand j'ai un peu de temps, tout le monde le sait, quand les événements Tropical Amissa Bongo, Marathon du Gabon, je suis le premier à dire je peux venir les couvrir, je peux venir faire le speaker, etc. Donc pour moi, en tant que jeune, c'est ma contribution vers le développement, l'épanouissement de deux disciplines que sont le sport et la communication que je maîtrise le mieux dans ma vie. C'est une modeste contribution. Malgré le fait que je prends des coups, je continuerai à le faire jusqu'à ce que je sois fatigué. Aujourd'hui, je suis fatigué du journalisme, mais je suis encore super motivé pour ce qui est de la communication. Aujourd'hui, je suis agent sportif. J'en suis heureux. Petit coucou au petit jeune Bayanou qui a signé notamment à l'Opopo. Freddy Coulard, c'est bon, je vais vous arrêter, sinon on va pas s'en sortir. On va continuer cette émission, messieurs, avec une stat incroyable pour le continent africain. On parle là de football. On découvre ensemble la stat de cette semaine et puis on se retrouve juste derrière. L'attaquant de Liverpool, Sadio Mané, a franchi samedi dernier le cap des 100 buts en Première Ligue en marquant face à Watford lors de la 8e journée de championnat. Le Sénégalais fait désormais partie du cercle très fermé, celui des joueurs africains ayant inscrit au moins 100 buts en Première Ligue, avec une particularité. Contrairement à Didier Drogba et Mohamed Salah, 2 des 3 joueurs africains ayant atteint ce cap en Première Ligue, Sadio Mané n'a inscrit le moindre pénalty sur ses 100 buts dans le championnat anglais. Sadio Mané a réalisé cet exploit un peu plus d'un mois après son compère d'attaque, Mohamed Salah. Avec ses 100 réalisations, Sadio Mané n'est qu'à 4 réalisations de Mohamed Salah et Didier Drogba, tous deux auteurs de 104 buts. Le légendaire ivoirien Didier Drogba, véritable légende de Chelsea qui a été le premier de la liste à franchir la barre des 100 buts en Première Ligue, s'est arrêté à 104 buts en 254 apparitions en 2 passages à Chelsea. Mohamed Salah, qui compte également le même nombre de buts, devrait dépasser cette marque. Didier Drogba, Mohamed Salah, Sadio Mané, désormais tous centenaires. Un autre Africain pourrait rentrer dans quelques années dans le club des 100. Mais Pierre-Emerick Aubameyang devra encore remplir ses feuilles de stats, lui qui compte 66 buts depuis son arrivée en Angleterre. Voilà, messieurs, c'est des belles stats pour les Africains. Romaric? C'est de très belles stats. Moi, je suis d'autant plus heureux pour ces 2 Africains-là parce que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'ils font et ils le font pratiquement en même temps dans le même club. Sadio Mané arrive un peu plus tôt que Mohamed Salah à Liverpool. Mohamed Salah atteint cette barre un peu plus tôt que Sadio Mané, mais il faut avouer aussi que Sadio Mané a beaucoup moins de pénaltys tirés parce qu'il ne tire pas les pénaltys. Donc, 100 buts sans avoir marqué de pénalty, c'est déjà incroyable pour ces joueurs-là. Il y en a 3, il peut y en avoir plus. Pierre-Emerick Aubameyang, on ne peut pas ne pas parler de lui, justement. Moi, j'aimerais qu'il atteigne aussi cette barre symbolique pour qu'il puisse laisser aussi son nom du côté de la Première Ligue en Angleterre. Freddy Coulard, en 30 secondes, s'il vous plaît. Vraiment 30 secondes, Freddy Coulard. Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça montre tout simplement que finalement les Africains sont bien ancrés dans ce championnat? Non, mais c'est déjà super important que Didier Drogba, qui est une légende, soit rejoint par d'autres Africains qui sont en train de devenir des légendes sur le continent. Sadio a été phénoménal sur les 3-4 dernières années. Mohamed Salah, par contre, c'est la moyenne de buts qu'il faut regarder par rapport au match joué. Salah était d'abord à Chelsea à l'époque. Avant, évidemment, il a joué beaucoup plus longtemps et Salah marque beaucoup de pénaltys. Ce qui est important de savoir aussi derrière, c'est que ce sont des ambassadeurs de football africain. Souvenez-vous, il y a 2 saisons ou 3 saisons, Salah, Mané et Aubameyang étaient les 3 meilleurs buteurs de la Première Ligue.
derrière, 22 ça buts jette des projecteurs sur le football africain, même si moi, encore une fois, j'ai une petite colère par rapport, vous allez peut-être en parler, à la liste des nominés pour le Ballon d'Or. Il n'y avait pas Edouard Mendy, mais je trouve que Edouard Mendy, par exemple, est aussi un grand ambassadeur du football africain. Et Aubameyang, on l'a vu, il a des stats, il a une meilleure moyenne de buts que Salah et Mané en termes de matchs joués et de buts marqués. Regardez bien le nombre de matchs. Aubameyang, en principe, s'il avait été dans ce championnat depuis 5 ans, il aurait été à plus de 150 buts parce qu'il est beaucoup plus létal, beaucoup plus phénoménal que ces deux-là en termes de ratio buts marqués, matchs joués. Ben, messieurs, sur Multisport 24, il n'y a pas que le foot, il n'y a pas que de la communication et le foot. Le reste de l'actualité, c'est maintenant. La flamme olympique pour les Jeux d'hiver 2022 de Pékin a été allumée lundi sur le site antique grec d'Olympie selon le rituel traditionnel. Pour la seconde fois consécutive et la troisième fois dans l'histoire des JO modernes, la cérémonie traditionnelle s'est tenue à huis clos en raison de la pandémie du coronavirus, comme pour les JO 2020 de Tokyo. Seul était présent le président du comité international olympique, la présidente grecque, des représentants des comités olympiques grecs et chinois et des journalistes accrédités. Le Kenyan Elisha Rotich a remporté dimanche le marathon de Paris en 2h04 et 23 secondes, tandis que chez les dames, c'est l'Éthiopienne Tigis Memouye qui s'est adjugée la course en l'absence des grands noms de la discipline. Grâce à ce temps, Rotich améliore le record de l'épreuve parisienne détenue depuis 2014 par l'Éthiopien Kenenisa Bekele. Un nombre record de 23 Grands Prix. Le calendrier 2022 de la Formule 1 sera chargé. Miami fera son entrée pour la toute première fois, tandis que la Chine a été remplacée par le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola. La Formule 1 a d'ailleurs précisé que la Chine ne reviendra au calendrier qu'une fois que les conditions sanitaires dues à la pandémie de coronavirus le permettront. La saison débutera au mois de mars avec le Grand Prix de Bahreïn pour se terminer au mois de novembre à Abu Dhabi. Plus que quelques heures et les stars de la NBA débuteront la saison 2021-2022. Le plus grand championnat de basket de la planète reprendra ses droits avec ses stars, ses rivalités, son calendrier épuisant, ses petites habitudes. Si les Los Angeles Lakers et les Brooklyn Nets, avec leur super team, font office de favoris, les Bucks, champions au titre, les Suns, finalistes, ainsi que les Clippers ou le Heat feront tout pour leur barrer la route. Et comme tous les lundis, nous avons préparé Règles Sport. Et puis, cette semaine, on s'intéresse au hand. Le handball est une nouvelle fois à l'honneur dans Règles de Sport. Salut à tous et bienvenue dans ce numéro consacré au marché, cette phase de jeu de la discipline. Pour en parler, Rufin Essono, le capitaine adjoint de la sélection gabonaise de handball. Suivez-moi, plus d'explications. Le marché est lorsqu'un joueur est en possession de la balle, il fait 3 pas. Fait plus de 3 pas sans dribbler. Parce que le joueur a le droit de faire 3 pas sans dribble. Au-delà de 3 pas sans dribble, c'est considéré comme marché. Donc après le troisième pas, il faudra obligatoirement qu'il dribble. Sinon, l'arbitre sifflera contre lui et donnera le ballon à l'adversaire. Le marché peut être sifflé sur toute l'étendue du terrain. Ça veut dire que vous êtes en contre-attaque, vous faites 4 pas, il y a marché. Vous êtes dans votre défense, à peine récupérer un ballon, vous faites 4 pas sans doubler, il y a marché, sur toute sauf dans la zone du gardien, où le gardien, lui, il peut faire autant de pas qu'il veut dans sa zone. Il n'y a pas de marché pour lui, dans sa zone. Je dis bien spécifiquement dans sa zone, il n'y a pas de marché. Mais tout joueur de champ qui fait plus de 3 pas sans dribble, cela est considéré comme marché et il se voit prendre le ballon, l'arbitre prend le ballon et remet à l'adversaire. Alors,
Le handball autorise combien de pas pour éviter un marché? Explication. Vous avez le droit de faire 3 pas, sans dribble. Mais si vous ajoutez un 4e, malheureusement, l'arbitre sifflera contre vous. En comparaison avec le basket, le handball est considéré comme pas chaque fois que vous levez le pied et vous le déposez. C'est-à-dire que je peux faire 3 pas avec le même pied. C'est considéré 3 pas. Par exemple, au basket, non. Ce pas n'est pas considéré. Mais au handball, si vous faites, vous levez le pied 3 fois, c'est considéré 3 pas. Si vous levez le pied 4 fois, le même pied 4 fois, c'est 4 pas et c'est marché. On ne peut pas pivoter sur un pied parce que si vous faites avec l'autre pied plus de 3 pas, on vous sifflera marcher. Voilà qui est dit. J'espère que vous savez tout sur l'infraction qu'est le marché dans le handball. Salut, à bientôt pour un nouveau numéro. Merci André Sonomi, on en sait désormais un peu plus sur le marché quand on parle de hand. Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission en 30 secondes, s'il vous plaît, 30 secondes. Freddy Koula, 30 secondes. Qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne finalement, Romaric, quand on parle de communication du sportif, des clubs et des associations? Pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que si on n'a pas encore compris l'importance de la communication, on va avoir beaucoup de mal, que ce soit dans une entreprise normale comme dans une entreprise sportive ou une association sportive. Sans la communication, il y a des paliers que vous n'allez jamais atteindre. Freddy Koula, on est en fin de semaine, on va être du côté de Port-Gentil, le discours va être le même. Peut-être pour terminer, est-ce que vous pensez que l'effort que vous êtes en train de faire fera écho? Je le dis et je le redis, hein, la communication est au sport, c'est qu'un turbo est à une voiture de sport. Si vous voulez que votre voiture aille plus vite et soit beaucoup plus élégante, il faut vraiment avoir ce turbo-là, donc la communication. Et je remercie encore une fois votre opportunité, même si on en a beaucoup rigolé, mais c'est une vraie opportunité de parler d'une thématique qui est symbolique, qui est aussi un accélérateur du développement du football. Le président de la République, les autorités, le ministère peuvent faire ce qu'ils veulent en mettant de l'argent dans le sport. Si les associations, les fédérations ne prennent pas conscience de ce que le sport doit être mis en avant, on n'y arrivera pas. Et c'est le message que j'espère pouvoir faire passer à Port-Gentil ce 23 octobre, grâce évidemment, je vous l'ai dit, à M. Marc Tchango qui va payer ce voyage tout fait payer, à qui je dis bravo et merci pour la contribution notamment au développement, parce que c'est un grand sportif qui, j'espère, fera d'autres actions à Port-Gentil, parce que Port-Gentil, encore une fois, est une ville qui mérite encore plus de clarté et surtout beaucoup de lumière en matière de sortie de champions. Et puis on espère pouvoir aussi et surtout les prochaines années revoir un club de Port-Gentil briller, aller en Coupe d'Afrique et aller peut-être pourquoi pas en finale. Voilà, ça va être votre mot de fin. Merci messieurs. Je rappelle que vous êtes Freddy Koula, consultant en communication, par ailleurs président de l'Atlético Akanda, un club de football féminin. Avec vous, il y avait également Romaric Zongo Ango, journaliste également. Merci messieurs pour vos lumières, vos analyses. Et nous avons compris, et nous espérons également que nos chers téléspectateurs ont compris l'importance de communiquer dans le sport et même pour les sportifs, parce qu'on a retenu qu'il fallait d'abord soi-même se vendre pour espérer être acheté et attirer des sponsors. Voilà ce qu'on va retenir de cette émission Multisport 24. C'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, peut-être encore avec Freddy Koula, puisque ce week-end, il va être du côté de Port-Gentil pour animer une masterclass. Allez, je vous emmène avec moi. Voilà, on va être tout heureux d'être avec vous, Freddy Koula. Voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas, la Covid-19 court toujours, alors respectons les mesures barrières, mais surtout, faisons-nous vacciner. Ciao, ciao.